Nous voici en octobre 2023 à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour la visite d'un Oceanis 393. Ce bateau est celui qui correspondait le plus à notre longue liste de critères. Il nous fallait désormais vérifier de visu l'état du bateau. Le gros avantage lors de cette visite était que le bateau était à sec, posé sur des berres. Ce sont en fait des cales qui maintiennent le bateau droit alors qu'il est posé à terre sur un terre-plein. Nous avons pu vérifier l'état de la coque, des passe-coques et des capteurs de profondeur et de vitesse. Nous avons ensuite fait le tour des équipements de pont, des voiles, du gréement courant et dormant. Alors, qu'est-ce que le gréement courant ? Eh bien, le gréement courant correspond à tout ce qui est drisse et écoute, c'est-à-dire les cordes pour régler les voiles. On utilisera les mots hisser, affaler, border, choquer, qui veulent respectivement dire monter les voiles en haut du mât, descendre les voiles du mât, tendre la voile et lâcher la voile. Ce vocabulaire est un peu abscon pour un débutant, mais pratique car non ambigu lorsque les termes sont bien connus. En l'occurrence, le gréement courant était en bon état. Et le gréement dormant, me direz-vous ? Eh bien, le gréement dormant correspond à la câblerie et fixation qui permettent de maintenir le mât sur le bateau. On y inclut l'étai qui passe à travers le tube de l'enrouleur du génois, qui est la voile d'avant, ainsi que le bas-étai qui maintient le mât vers l'avant. Le bas-étai est fixé à peu près au milieu du mât et permet d'éviter que le mât ne se tord dans son milieu. Et il y a les patarasses qui maintiennent le mât vers l'arrière. Il y en a deux sur ce bateau, mais certains n'en ont qu'un seul, et c'était le cas derrière. Et puis enfin, les haubans et les bas haubans, qui correspondent aux câbles latéraux au mât, permettent de l'empêcher de partir sur les côtés. Le sujet du remplacement du gréement dormant fait couler beaucoup d'encre, car certains disent qu'il vaut mieux ne rien changer si les câbles ont été mis avant les années 2000, car les câbles actuels seraient de moins bonne qualité qu'à l'époque. Quoi qu'il en soit, les assurances demandent en général un changement tous les 10 ans, ce qui doit correspondre à une garantie des fabricants. D'expérience, on voit quand même que l'inox finit par se corroder, à minima en surface, et un entretien régulier à l'acide permet de stopper le phénomène. Mais la partie du câble dans le sertissage n'est pas atteignable, et c'est là qu'il peut y avoir une fragilité. Chacun évalue son risque, mais ayant expérimenté une casse d'été avec Arion, nous voulions avoir un gréement dormant récent sur le bateau que nous recherchions. Sur celui-ci, le gréement dormant avait 2 ans, et correspondait donc à ce que nous souhaitions. Puis, nous avons visité l'intérieur et clairement, nous avons eu un effet waouh lorsque nous avons constaté l'espace du carré et des cabines. Le bateau était très lumineux. En revanche, nous avons tout de suite vu les problèmes de fuite au niveau du hublot panoramique avant. Nous n'avons pas pu vérifier l'équipement électrique, le courtier ayant refusé de brancher l'électricité. Il a un tirant d'air de 15,60 m. Ça correspond à la hauteur entre la surface de la mer et le haut du mât, et un tirant d'eau de 1,90 m. C'est la profondeur au plus bas de la quille. La quille est faite en fonte et elle pèse 2,4 tonnes. Il a une certification A8, ce qui veut dire qu'il peut faire de la navigation hauturière avec 8 personnes à bord. Cette certification n'est pas suffisante pour faire du hauturier, il faut aussi que l'équipement respecte la liste de matériel obligatoire indiquée dans la division 240 que l'on peut facilement trouver. On y retrouve, entre autres, une VHF fixe ASN, une balise satellite EPIRB permettant d'appeler les secours, et ces équipements étaient disponibles avec le bateau car les vendeurs revenaient d'un tour de l'Atlantique. Toutes les manœuvres sont renvoyées au cockpit, permettant de régler les voiles, mettre des ris, c'est-à-dire réduire la surface des voiles en fonction de la force du vent, sans avoir besoin d'aller sur le pont. Il possède également une plage de bain avec une douchette permettant un accès facile à la mer lors des mouillages, que ce soit pour aller sur l'annexe ou pour aller se baigner. Le cockpit est large, avec une table escamotable offrant la possibilité de manger sur une table également en navigation. Bon, évidemment quand le temps le permet. Il s'agit d'un bateau en version 3 cabines doubles avec 2 cabinets de toilette avec douche,
Un grand carré latéral permettant une bonne circulation dans le bateau lorsque nous sommes à table. Le carré est, encore une fois, un terme applicable à la marine et qui correspond à l'espace de vie à l'intérieur du bateau. Il a un réfrigérateur coffre immense, facile d'accès, permettant d'y stocker tout ce qu'il faut pour tenir pendant une bonne période en autonomie. Enfin, il y a une annexe à fond rigide en aluminium d'excellente qualité et un moteur hors-bord de 8 chevaux quasi neuf. La visite a été concluante et nous avons signé un compromis de vente. Par ailleurs, nous avions pu avoir une place au port. Il se trouve que Port-le-Cat est un port avec pas mal de rotation de bateaux, car c'est un port de préparation pour les grands voyages. Il dispose de chantiers, de voiliers, de professionnels du nautisme et de magasins spécialisés qui permettent de préparer un bateau intégralement pour ces grands voyages. Et le tout juste à côté des bassins principaux. Nous avons pu y trouver une place assez rapidement et globalement avec un temps d'attente relativement raisonnable. Nous ne sommes pas du tout dans les durées de port qu'on peut avoir dans le Var où certains ont des listes d'attente payantes de plusieurs années et jusqu'à 20 ans pour les plus prisés. Ce qui fait plus de 240 mois. 240 mois? Les étapes d'achat d'un bateau sont assez similaires à l'achat d'un bien immobilier. Le compromis de vente vaut achat au delta des clauses de désistement qu'il faut préciser. Nous y avions indiqué une clause relative à la non-découverte d'éléments remettant en cause la sécurité du navire lors de l'expertise. Il y a pas mal de coordination à réaliser avec le port pour confirmer la place et contractualiser celle-ci. La contractualisation nécessite d'avoir les papiers du bateau. Mais d'un autre côté, il faut avoir une place pour acheter le bateau. Puis il faut aussi préparer l'assurance qui est aussi nécessaire pour le port, préparer les virements avec la banque qui ne se font pas super facilement vu les montants, et les chèques. Il faut oublier, on parle de 30 jours de traitement dont 27 jours où l'argent disparaît des comptes, débité chez l'acheteur et non disponible sur le compte du vendeur. C'est un peu un casse-tête et pas mal de discussions pour tout coordonner est nécessaire. Le tout avec toujours l'interrogation de savoir si l'achat pourra se faire selon les résultats de l'expertise. Et il faut aussi organiser l'expertise. Le choix de l'expert a été fait à partir d'une liste des experts de la région que le courtier nous a procuré. J'ai alors étudié chacun d'eux et j'ai fini par trouver un rapport d'expertise fourni par un de ces experts et que je trouvais particulièrement bien fait, précis, clair et particulièrement exhaustif. J'ai donc pris contact et nous avons convenu d'un rendez-vous. Le but initial était de combiner l'expertise et l'achat pour ensuite convoyer dans la foulée le bateau jusqu'à Port-le-Cat. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le jour J, nous étions de retour à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour l'expertise. Celle-ci commence par l'auscultation de la coque et des passe-coques. Rien de significatif n'a été identifié. Puis, l'expert regarde le safran et quelques minutes après, il m'appelle et m'indique qu'il a vu une petite coulure sur la surface du safran et en tapotant dessus, il a pu identifier un délaminage, c'est-à-dire une rupture de la tenue des couches de fibres de verre qui permettent la solidité de l'ensemble. Il se trouve que lors du retour de Zaka de son tour d'Atlantique avec ses anciens propriétaires, le bateau a été attaqué par des orques au large de Gibraltar, les chocs sur le safran étant à l'origine de ce délaminage. L'expert a également identifié des fentes au niveau du tube de jaumière qui maintient le safran dans le bateau. Le bateau ne pouvait se vendre dans ces conditions. Le plan de l'achat dans la foulée de l'expertise est tombé à l'eau. Je dois dire qu'à ce moment-là, je ne voyais pas une issue positive à la journée. Et pour couronner le tout, le courtier nous informe que le bateau est sous hypothèque et qu'il y a un délai pour obtenir les documents de levée de cette même hypothèque. Pour autant, l'expertise continue et tout le reste ne montre aucun problème significatif, y compris une analyse d'huile du moteur montrant un excellent état de ce dernier. Les seules remarques étaient non critiques, telles que le besoin de régler les barres de flèche, faire l'entretien du moteur et tendre les pattes à race qui étaient trop lâches. Le test en mer a été super concluant, avec un bateau qui a montré sa puissance, que ce soit au moteur ou à la voile. Nous avons fait quelques virements de bord pour tester l'ensemble de chaque bord, et tout s'est bien passé. Mine de rien, nous avions commencé à engager pas mal de frais. L'expertise, environ 1500 €, le grutage de mise à l'eau et de sortie d'eau, 600 €, les 2 voyages aller-retour pour venir au port. Difficile de s'arrêter. Surtout que l'expertise finalement, au delta de problèmes sur le safran et du tube de lumière, était plutôt très bon. Pourtant,
La découverte de l'expert sur le safran et le tube de gennière peut nous permettre d'interrompre la vente au regard de notre réserve sur le compromis. Mais après réflexion, nous avons décidé de poursuivre avec préalablement à la vente la réparation faite par un chantier. L'expert nous a bien confirmé que c'était tout à fait réparable. Le temps de tout organiser et de réaliser les travaux, nous finalisons la vente début décembre 2023. La vente se fait à distance par signature électronique et par plusieurs virements. Un virement étant limité à 15 000 € pour les particuliers, sur un compte bloqué du courtier qui s'occupera de faire les virements aux vendeurs. Ça y est, nous avons acheté Zaka, un bateau plus grand, plus rapide, plus confortable. Le courtier s'occupe de la mise à l'eau du bateau que j'ai organisé à distance avec le port à fin d'année 2023. Tout s'est très bien passé et nous prenons possession du bateau le 26 décembre 2023 pour un convoyage jusqu'à Port-le-Calme le 28 décembre. La navigation s'est bien passée, bien que glaciale. Et il y a une chouette vidéo que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas vue et qui raconte cette traversée. Mais presque 3 mois plus tard, douche froide. Le vendeur de Zaka me contacte, il n'a pas été payé par le courtier pour le bateau. L'hypothèque n'est pas levée, il va arrêter de rembourser son prêt et la banque pourra saisir le bateau. Ça calme. De notre côté, nous n'avions pas les papiers du bateau, mais on ne s'en préoccupait pas trop, puisque les papiers pour Aerion avaient mis 6 mois pour être établis. J'ai fourni au propriétaire, vendeur, les preuves des virements effectués, démontrant que nous avions bien payé le bateau. La banque a alors pu mettre la pression sur le courtier pour obtenir le paiement, et finalement, 1 mois après, nous recevions les papiers de Zaka à notre nom par voie électronique. Entre-temps, nous avions vendu Aerion et nous avons pu constater l'évolution du site du gouvernement qui permet de réaliser les démarches de manière super efficace. Alors franchement, c'est à noter. Cet épisode se termine ici. La prochaine fois, nous rentrerons plus dans le détail de ce que nous avons pu expérimenter avec Zaka.